Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, la maladie gagne du terrain en Guinée-Bissau où les autorités sanitaires viennent de confirmer plusieurs contaminations. Ankara hausse le ton contre le chef du gouvernement israélien et franchit une nouvelle étape judiciaire dans les tensions entre les deux pays. Et puis une nouvelle mobilisation de migrants se dirige vers la capitale mexicaine dans un contexte marqué par des expulsions depuis les États-Unis. Bonsoir mesdames et messieurs, la Guinée-Bissau fait face à sa première épidémie de Mpox au 17 août. 7 cas confirmés avaient été recensés dans le pays. Tous les cas concernant des adultes et aucun décès n'a été signalé à ce stade. Plus de détails dans cet élément. La Guinée-Bissau fait face à sa première épidémie de Mpox. La moitié des cas suspects concernent les enfants de moins de 15 ans, soit 23 sur 46. L'annonce a été faite jeudi par l'UNICEF qui fait part de sa préoccupation alors que la rentrée des classes approche à grands pas et que le pays est mal préparé. L'Agence des Nations Unies redoute donc l'augmentation des contaminations. Au 17 août, la Guinée-Bissau avait signalé 7 cas confirmés de Mpox, tous chez des adultes. Aucun décès n'a été déclaré. La variole du singe, causée par un virus de la même famille que celui de la variole, peut être transmise à l'homme par les animaux, mais peut également se transmettre d'une personne à l'autre par contact physique étroit. En janvier, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a annoncé que l'Afrique n'était plus en situation d'urgence de santé publique liée à la variole du singe. En Tunisie, des manifestants demandent au président Kais Saied de quitter le pouvoir. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'échec du gouvernement et d'injustice dans le pays berceau du printemps arabe. Reportage à suivre. Et en colère face aux pénuries d'eau et d'électricité. Alors que le pays était en proie à la canicule ces derniers mois, des mesures de rationnement ont été mises en place. Lors d'un rassemblement à Tunis jeudi à l'appel du mouvement Nafas qui tente de fédérer les opposants au président Kais Saied, des Tunisiens ont réclamé une amélioration des services publics de base. J'essaie de défendre mon pays car je le vois se diriger vers l'abîme. Sans aucun programme ni planification, le pays est dans l'impasse. Il n'y a ni eau ni électricité. Ce que je constate, c'est que le pays recule alors que d'autres nous ont dépassés. L'accès à l'eau reste une préoccupation de longue date dans certaines régions du pays. La Tunisie devrait bénéficier du soutien de l'Union européenne dans le secteur de l'eau et de l'électricité dans le cadre d'un mémorandum d'entente sur la migration liant les deux parties. Des Tunisiens appellent désormais à la révision du texte. Le protocole d'accord sur la migration signé avec l'Italie n'est pas contraignant et peut être réexaminé. On peut négocier avec le gouvernement italien ou l'Union européenne et le revoir, car il s'agit d'un protocole d'accord et non d'un contrat formel ou d'un accord officiel. Les manifestants ont réclamé jeudi le départ de Kais Saied. Le président tunisien accuse à son tour ses détracteurs de recevoir des financements étrangers. En Éthiopie, une frappe de drone a fait 13 blessés dans la région du Tigré. L'attaque intervient dans un contexte de tension croissante entre les autorités fédérales et les forces tigréennes, faisant craindre une reprise du conflit qui a ravagé la région. Suivons ensemble. Une frappe de drone a fait au moins 13 blessés, dont 5 enfants, jeudi matin à Mekele, capitale de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. L'attaque intervient alors que les tensions entre les autorités fédérales et les forces tigréennes font craindre une reprise du conflit qui a ravagé la région entre 2020 et 2022. Je suis arrivé à l'improviste et le toit s'est effondré sur nous alors que nous étions juste ici. Regardez cette maison, elle est complètement détruite. Je ne sais pas d'où cela vient ni pourquoi. Je suis agricultrice. Pourquoi fait-on cela à la maison d'une agricultrice? Nous sommes profondément bouleversés. Selon ce coordinateur des urgences de l'hôpital de référence d'Aïder, les 13 victimes ont été rapidement prises en charge.
Aujourd'hui, 13 personnes blessées lors d'une frappe de drone ont été amenées à notre hôpital. 3 d'entre elles ont subi des blessures graves et font actuellement l'objet d'examens complémentaires. Les patients sont âgés de 2 à 60 ans. 5 des blessés sont des enfants et 7 sont des femmes. Selon le vice-président du Front de libération du peuple du Tigré, Emmanuel Assefa, le drone a visé un quartier résidentiel de Mekele. Notre quartier est une zone résidentielle où vivent des enseignants. L'incident s'est produit alors que nous étions chez nous. J'étais avec mes enfants, ma femme et ma belle-mère. L'attaque s'est produite à seulement 5 mètres de notre porte d'entrée. Des éclats d'obus ont frappé tout le quartier. Mes 4 enfants, ma femme, ma belle-mère et moi-même avons tous été blessés et nous sommes désormais ici à l'hôpital. Cette attaque survient seulement 2 jours après une autre frappe de drone près de Mekele. Les autorités tigréennes l'avaient également attribué aux forces fédérales. En Turquie, la justice a annoncé avoir émis un mandat d'arrêt international contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une décision qui intervient alors que les relations entre Ankara et Tel Aviv sont particulièrement tendues. Suivons plutôt. Oui, effectivement, les 2 pays s'écharpent par leurs représentants interposés. Hier soir, tard, la présidence turque a de nouveau dénoncé les bombardements israéliens effectués en Syrie il y a 2 jours, mais aussi les déclarations qu'il accuse de se déployer militairement chez son voisin syrien. Ankara les qualifie de tactique politique mesquine de la part de Benjamin Netanyahou, qui selon elle viserait avant tout à satisfaire une stratégie électorale à 2 mois des élections, une politique politicienne de bas étage, dit Ankara, une nouvelle preuve de l'impuissance d'une administration qui cherche à échapper à sa responsabilité dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Comme à son habitude, la Turquie ne mâche pas ses mots vis-à-vis d'Israël. Tel Aviv, de son côté, met en garde Ankara contre des aventures dangereuses en Syrie. Elle est habituée, elle aussi, des déclarations cinglantes. Elle qualifie le président Recep Tayyip Erdogan de dictateur antisémite. Israël continuera à agir avec fermeté contre les tentatives de la Turquie de déstabiliser la région. C'est ce qu'a promis le bureau du Premier ministre israélien. Gina, est-ce qu'on peut imaginer que les 2 aillent au-delà de l'escalade verbale ? Alors effectivement, ça suscite beaucoup d'inquiétudes, mais dans l'état, ça reste quand même difficile à imaginer. Il faut avoir en tête que depuis 2015, les relations entre la Turquie et Israël sont très tendues et que ces échanges houleux, en fait, sont assez communs. Il y a eu une période de rapprochement en 2016, mais les 2 pays restent avant tout des rivaux, avec notamment 3 points de désaccord principaux qui ont été exacerbés ces dernières années. La question palestinienne et Gaza, le soutien de la Turquie au Hamas et puis leurs intérêts divergents en Syrie et puis plus largement au Moyen-Orient. Donc on le voit, toutes les pièces du puzzle sont en train de s'imbriquer. La probabilité d'un affrontement direct reste quand même très faible, mais c'est vrai qu'il y a un risque d'escalade sur le terrain syrien qui lui est bien réel. D'ailleurs, les États-Unis travaillent en ce moment activement à mettre en place un mécanisme de communication entre les 3 pays pour éviter. En Ukraine, des frappes russes ont fait au moins 2 morts dans la nuit de vendredi à samedi à Kiev et Zaporizhzhia, selon les localités locales. Ces attaques surviennent au lendemain d'une frappe meurtrière contre un centre commercial du centre du pays qui avait fait 20 morts. Les camions de pompiers roulent à pleine vitesse vers ce centre commercial en flammes. Des drones russes ont touché ces bâtiments dans la ville de Kryvyi en pleine journée vendredi. Je passais en voiture dans les environs lorsque j'ai entendu l'explosion et vu de la fumée. Alors je suis immédiatement venu sur place. J'ai vu des blessés et j'ai commencé à leur prodiguer les premiers soins. J'ai notamment porté secours à un homme touché par des éclats d'obus. Je l'ai mis à l'abri car il y avait un risque de nouvelles frappes, puis je l'ai remis aux ambulanciers. Une autre frappe a eu lieu et malheureusement des personnes sont toujours sous les décombres. Les opérations de secours se poursuivent. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont Kryvyi est la ville natale, a qualifié cette double attaque d'absolument cynique et ignoble.
Quelques heures plus tôt, ce sont les villes de Soumy et Konotop qui ont été frappées. Plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés. Les habitants sont encore sous le choc. Ça a commencé à exploser. Tout explosait autour de nous. Nous sommes allés dans le couloir et nous y sommes restés. Puis un drone est passé au-dessus de nous. C'était très bruyant. Nous sommes sortis du couloir et c'est là qu'il a frappé, en plein dans notre cuisine. Maintenant, il ne reste absolument plus rien de notre appartement. Jeudi matin, la capitale ukrainienne et sa région ont été frappées par des missiles balistiques russes, faisant au moins 17 morts. Le mois de juillet figure parmi les plus meurtriers pour les civils ukrainiens depuis le début de l'offensive russe, selon les Nations Unies. Le président ukrainien a renouvelé ses demandes d'aide aux Occidentaux. Il réclame des systèmes de défense antiaérienne patriotes, capables d'intercepter les missiles balistiques, alors que les forces russes ont intensifié l'utilisation de... Autre sujet, en Israël, le projet de colonisation E1 à l'est de Jérusalem suscite une nouvelle vague de condamnation. Un appel d'offres pour des projets de construction vient d'être lancé un an après l'annonce du projet. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada s'y opposent. Ils ont répondu directement d'ailleurs au chef de la diplomatie britannique qui de lui-même cette semaine avait exprimé sa ferme opposition à cette expansion des colonies en Cisjordanie, avec le chef de la diplomatie Gideon Sa'ar notamment qui a répondu à Miliband: le peuple juif a le droit de vivre sur l'ensemble du territoire d'Israël, tout comme, je cite, les Britanniques ont le droit de vivre dans tout le Royaume-Uni. Figure de l'extrême droite israélienne, Bezalel Smotrich, qui est d'ailleurs très impliqué dans l'expansion des colonies, a de son côté répondu: nous n'acceptons pas les dictats étrangers, le mandat britannique en Palestine est fini. Et puis bien sûr, sans surprise, Itamar Ben-Gvir, lui aussi qui a répondu, autre figure d'extrême droite d'Israël: il ferait mieux, donc Miliband, de regarder Londres qui se transforme, dit-il, en califat islamique. Alors, des réactions particulièrement sèches, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas de réaction de Benyamin Netanyahou. Ce qui est sûr, c'est que les médias israéliens soulignent ici cette semaine que les relations entre Israël et l'Europe se dégradent, avec l'Europe qui préparait des sanctions. Par ailleurs, les États-Unis durcissent leur position face à l'Iran. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a menacé jeudi de lancer contre Téhéran la plus grande campagne coordonnée d'isolement économique de l'histoire mondiale. Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a menacé jeudi de lancer contre l'Iran la plus grande campagne coordonnée d'isolement économique de l'histoire mondiale. De son côté, la partie iranienne a vivement condamné cette initiative, qualifiant ces sanctions de terrorisme économique. S'exprimant lors d'une interview, M. Bessent a indiqué que de plus amples détails sur ce plan seraient annoncés lors d'une conférence de presse lundi prochain. Ces propos interviennent au lendemain de l'avertissement lancé par le président Donald Trump, selon lequel tout pays apportant toute forme d'aide vitale à l'Iran s'exposerait à de graves conséquences économiques. Le même jour, le ministère iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué fustigeant les États-Unis pour avoir imposé de vastes sanctions économiques et commerciales à l'encontre du pays. Le communiqué affirme que ces sanctions portent atteinte aux droits fondamentaux de chaque citoyen iranien. Il ajoute que l'Iran reste déterminé à défendre sa sécurité et ses intérêts nationaux et qu'il continuera à faire face aux pressions militaires, économiques, politiques et psychologiques exercées par les États-Unis. Et puis une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. Le Japon proteste contre des essais de missiles russes au large des îles Kouril, un archipel revendiqué par les deux pays. La flotte russe du Pacifique y a effectué un petit essai de missile Bastion quelques jours après la visite de Vladimir Poutine dans la région. Tokyo a convoqué l'ambassadeur russe tandis que Washington a réaffirmé son soutien à la souveraineté japonaise. Reportage à suivre. Le Japon a indiqué ce vendredi avoir protesté auprès de la Russie contre les essais de missiles menés au large des îles Kouril, visités ce mois-ci par le président Vladimir Poutine. Ces essais, menés depuis Iturup, la plus grande île de l'archipel, ont été effectués par une unité équipée de systèmes de missiles côtiers Bastion.
Le croiseur lance-missile Variag, navire amiral de la flotte du Pacifique, ainsi que le sous-marin nucléaire Omsk ont également participé à l'exercice, selon l'agence de presse japonaise Kyodo. Celle-ci a ajouté que l'armée russe simulait une attaque contre des navires ennemis et que les tirs ont touché toutes les cibles situées à une distance d'au moins 300 km. Le ministre japonais des Affaires étrangères a qualifié ce renforcement militaire russe d'inacceptable. Tokyo et Moscou se disputent ces îles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon les considère comme faisant partie intégrante de son territoire et parle même d'occupation illégale depuis 2003. Les relations entre les deux pays se sont fortement détériorées depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Tokyo s'étant rallié aux sanctions occidentales contre Moscou. Et puis nous terminons par cette actualité. Au Mexique, plus de 600 personnes ont quitté Tachapula dans le sud du pays pour rejoindre la capitale. Parmi les marcheurs figurent des demandeurs d'asile et des personnes expulsées des États-Unis par l'administration Trump. La caravane poursuit ainsi sa route vers Mexico. Partis jeudi de Tapachula dans le sud du Mexique, ils sont plus de 600 hommes et femmes à marcher vers la capitale. Cette nouvelle caravane, baptisée Rêves sans frontières, rassemble des personnes au profil divers, y compris celles qui ont récemment été expulsées des États-Unis par l'administration de Donald Trump. He estado en Estados Unidos, yo fui deportado, tuve 32 años en Estados Unidos, tengo apenas por los un mes 15 días más o menos de deportación después de 32 años de estar allá. Y me uní aquí con los compañeros pues a buscar un mejor futuro. Certains des participants à cette caravane, venus d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, souhaitent rester au Mexique et y trouver du travail, mais beaucoup espèrent poursuivre leur route vers les États-Unis, malgré le durcissement de la politique d'immigration américaine depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Depuis fin 2024, des dizaines de caravanes ont quitté la frontière sud du Mexique. Située à la frontière avec le Guatemala, la ville de Tapachula est la principale porte d'entrée pour les migrants souhaitant se rendre aux États-Unis. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et très bien sûr de programme à tous et chacun sur ESAE TV.